Dans l'actualité encore, Souleymane Diallo, patron du groupe de presse Lynx, a comparu ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum après avoir été entendu par la direction de la police judiciaire. Il est accusé de délit à la cybercriminalité selon un de ses avocats. Il a été aussitôt placé sous contrôle judiciaire, obligé par le juge du TPI de Kaloum de se présenter 2 fois par semaine. On fait le point avec Al-Gassim Yaliba et Mohamed Aloussen Kamara. Après un long moment d'audition à la direction de la police judiciaire de Kaloum qui a convoqué le directeur général de Lynx FM, c'est finalement au TPI Kaloum que le dossier a été transféré. Ici, une information judiciaire a été ouverte. Les concernés sont accusés de complicité de production, de diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique ou de porter atteinte à la dignité humaine. Thierno Souleymane Diallo et les autres animateurs de l'émission Œil de Lynx ont été placés sous contrôle judiciaire. Et nous nous attendions à ce que M. Souleymane Diallo aille aujourd'hui en détention provisoire, mais heureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec obligation de venir pointer ici tous les mercredis et tous les vendredis, donc 2 fois par semaine. Il n'y a pas de caution et il viendra avec d'autres personnes qui sont concernées par cette procédure. L'avocat exprime son inquiétude face à la tournure des événements. La situation, elle est grave et le bâtonnier Kabelet disait tout à l'heure que c'est plus que grave, c'est dramatique. Il est temps que nous nous donnions la main, que les citoyens, y compris les journalistes, se donnent la main pour la défense des libertés individuelles. Parce que ce qui est en train de se passer, je pense que c'est une manière de faire taire la presse. C'est une manière de faire taire toutes les voix critiques. On se rend compte aujourd'hui que la presse est devenue une force incontournable dans le débat politique, dans tout ce qui se passe actuellement en termes de débat sur la place publique. Mais ces mesures-là sont des mesures qui sont destinées, à mon avis, à faire peur à la presse. Il est surtout reproché aux journalistes de Lynx FM d'avoir ouvert leur antenne à Dame Doussou Kondé, basée aux États-Unis et connue pour ses frasques contre le régime. Plusieurs observateurs y voient une volonté du pouvoir de museler la presse guinéenne. Des syndicalistes de la presse guinéenne, des politiciens et plusieurs hommes de médias ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien aux journalistes convoqués. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Je vous invite de les suivre. Nous sommes vraiment inquiets, je dis bien, du fait qu'à chaque occasion, nous nous retrouvons encore au niveau de la DPJ de Conakry. Et après plusieurs autres cas, Bangoura, et même l'équipe d'Africa 2015 et tant d'autres, aujourd'hui encore, c'est nos confrères de Lynx FM encore qui sont convoqués. Moi, je me pose la question, à quand on va arrêter de dissuader les gens? Dans la mesure où nous avons quand même la haute autorité de la communication dans les conditions normales, qui existe dans ces pays une institution qui peut, en cas de problème, qui peut quand même essayer de régler ces contentieux entre nous, journalistes, et les auditeurs. Au nom du président Cellou Dalein, le président de notre parti, notre soutien total à la presse guinéenne, notre soutien total à BAC, pour vous dire que vous devez continuer le combat. Ceux qui sont en train d'utiliser, c'était la méthode d'intimidation. Si vous regardez dans le fond, il n'y a rien, c'est vide. On ne doit pas pouvoir convoquer quelqu'un parce que vous avez passé la parole à une personne qui s'est exprimée. C'était donc quelques réactions suite à la convocation du patron du groupe de presse Lynx Lance à la DPJ ce lundi. Le bras de fer entre la direction du projet Swapiti et les familles des sinistrés de ce barrage hydroélectrique se poursuit. Ce lundi, l'Union pour la défense des sinistrés de Swapiti était de nouveau face à la presse. Il s'agissait de revenir sur les actions enregistrées sur le terrain. Les membres de cette union ont aussitôt dénoncé l'attitude des cadres du projet dans l'opération de délocalisation des riverains du fleuve Concuré, sur lequel le barrage est construit. Rosaline Goto-Monemou et Ibrahima Sori Souma nous signent ce compte-rendu. Ils sont nombreux ces citoyens riverains victimes du barrage hydroélectrique de Swapiti qui doivent quitter leurs terres pour des sites que le projet a aménagés pour eux.
Cependant, l'Union chargée pour la défense de ces sinistrés constate avec amertume l'état des infrastructures construites sur ces sites. Il annonce également qu'il y a des problèmes au niveau de la propriété de certaines maisons. Le constat est très amer. Nous sommes partis voir que les infrastructures là ne sont pas du tout de qualité. Les maisons manquent. Il y a plus d'une trentaine de villages qui restent encore, qui n'ont pas retrouvé leur village. Ceux-là, pourtant qu'on veut déguerpir par force. On ne sait pas là où ils sont, quand ils quittent là-bas, là où ils vont partir, où ils vont rester. Ils n'ont pas retrouvé leur maison. Il y a plus d'une famille qui réclame la propriété d'une même maison. Ces citoyens s'insurgent contre le non-respect des promesses tenues par les responsables du projet Swapiti depuis le début des travaux. Selon ce ressortissant, certains villages n'ont pas été enregistrés par le projet et les populations de ces localités s'inquiètent de leur sort. Il affirme que ces villages risquent de disparaître. Aujourd'hui, c'est l'amertume qui domine chez tous les habitants sinistrés. Il y a d'autres villages aujourd'hui qui s'inquiètent parce qu'il paraîtrait, parce qu'il faut le dire, que le projet n'a pas eu à recenser tout le monde. Et j'ose vous dire qu'à la longue, vous entendrez que d'autres villages vont disparaître. L'Union pour la défense des sinistrés de Swapiti s'est retrouvée récemment avec la direction générale de Swapiti. Au cours de leur rencontre, des accords avaient été pris. Le porte-parole de cette union affirme que les responsables du projet n'ont pas tenu à leur engagement. Ils ont voulu qu'on arrête de communiquer dans les radios et télé et que nous restions autour de la table. Alors après avoir passé tout cet accord, aujourd'hui encore on est surpris. Et puis nous aussi en revanche, on leur a demandé de surseoir à leur activité en attendant que bien sûr on se comprenne. Alors nous on a été surpris encore de voir la continuation des travaux. L'Union pour la défense des intérêts des riverains du barrage de Swapiti dit rester serein jusqu'au rétablissement de ces populations dans leurs droits. Cap à présent à l'intérieur du pays, zoom sur le poste de santé de Bankana dans la sous-préfecture de Karfamoria. Cette structure sanitaire manque quasiment de tout, du personnel et des équipements adéquats pour faire face aux soins des populations du village et ses environs. Depuis Kankan, suivez ce reportage de Babou Kondé et Yacouba Traoré. Les patients impatients déjà depuis ce matin de voir leur médecin pour des fins de consultation en vue de retrouver leur santé. Cette longue attente se passe ici, dans un poste de santé qui manque quasiment de tout. Les salles d'observation vides, quelques lits existants ont pour drap les banderoles des événements passés. Comme vous le voyez, il n'y a pas de matelas chez nous. Les matériels, on en manque beaucoup de matériel ici. Seul médecin traitant ici depuis 4 ans, Dabi Moussa n'est pas encore engagé dans la fonction publique. Avec les moyens de bord, il essaie de faire ce qu'il peut pour arriver à soigner quelques pathologies qui assaillent les populations de Bankana et environ. C'est associé quoi, syndrome typho-malarique est associé avec accès palais simple et typhoïde. Souvent c'est ça. Et gastrique, souvent encore les hypertensions. La structure construite depuis plus de 30 ans par les fils ressortissants du village n'a toujours pas bénéficié du soutien de la part des autorités. Des natifs de Bankalan comme ces jeunes médecins en service d'urgence médico-chirurgicale de Donka viennent tous les gens apporter son expertise aux infirmiers du poste et aident les malades pour le traitement de certaines maladies. Ils ont un problème de personnel, c'est-à-dire il y a tellement de personnes malades ici, mais il y a un problème de personnel, il y a un problème de matériel, il y a un problème de formation ou de niveau aussi, quoi. Donc à chaque fois que je viens, je travaille avec lui, donc on consulte les gens ensemble et en même temps je l'apprends comment ça se passe. La population de Bankalan croit et le besoin en matière de santé s'agrandit du jour en jour, vit sa position stratégique dans la zone. Le jeune médecin souhaite plus de soutien. SOS, c'est à l'État d'abord. Le poste de santé, la santé, c'est un droit pour tout le monde. Ils n'ont qu'à penser à nos populations aussi. Ils n'ont qu'à prendre l'hôpital. Le poste de santé là en charge. Tout ce qui est équipement, personnel, ils n'ont qu'à vraiment nous aider pour ça. Parce que si l'État envoie un personnel, un médecin ici, avec son staff, ça va marcher. Pourtant, toutes les conditions sont réunies par les fils ressortissants de Bankalan pour accueillir du personnel qualifié. La structure elle-même prévoit tous les dispositifs d'un centre de santé digne de nom.
À cela s'ajoute une résidence prévue exclusivement pour le personnel soignant. Comme annoncé dans les titres, les pèlerins guinéens de retour au Bercail en provenance de la Mecque. Le premier convoi atterrit dimanche soir à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Parmi ces pèlerins, 2 ministres, Aboubakar Silla et Mohamed Oye Guilavogui. Elisabeth Detlen, Aboubakar Din Kamara nous signe ce reportage. Ils sont au total 313 pèlerins qui ont atterri ce dimanche nuit à bord d'un vol d'Ethiopian Airlines après des prières et bénédictions sur les lieux saints de Médine. Il est 20h. Parmi ces pèlerins se trouvaient des ministres, El Hadj Aboubakar Silla et El Hadj Mohamed Oye Guilavogui. Ils auraient fait des prières de Makkah, d'Arafat et de Mina. Je rejoins mon pays après avoir accompli ce 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous avons profité de l'opportunité évidemment pour prier pour nous-mêmes, pour nos familles respectives, mais aussi pour la Guinée, pour tous les musulmans, pour souhaiter que notre pays aille de l'avant, que les Guinéens s'entendent mieux, pour que l'unité et la paix règnent dans notre pays. Et nous espérons que le vœu et le prière sera exaucé. Je suis arrivé sur ma terre natale avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes allés accomplir le 5e pilier de l'islam. Et c'était l'occasion pour nous donc de prier pour tous les Guinéens, pour le pays et pour le chef de l'État, pour qu'il ait la force d'accomplir son programme de société. Pour eux, l'organisation de ce Hajj de 2019 a été une réussite due à quelques améliorations. Également, en ce qui concerne l'habitat là-bas, le logement, la restauration, les déplacements, l'exécution des rites. Donc tout ceci nous a permis de savoir qu'il y a eu quand même une amélioration par rapport à l'année dernière, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça va être difficile de faire la comparaison, d'autant plus que c'est ma première fois de faire le pèlerinage. Mais ce que je sais, c'est que les Guinéens n'ont pas souffert du tout. J'ai bien apprécié l'organisation qui a été mise sur pied. Et je peux dire que c'est comme ça tous les gens, puisque c'est ma première fois. Mais je suis très satisfait. Après 24 jours passés dans la ville sainte, le premier convoi a regagné la terre guinéenne. D'autres convois seraient aussi en l'air pour Conakry. Pour l'heure, aucun problème majeur n'a été signalé à la différence de l'année dernière. Agnès Lassar n'est plus. L'artiste a été découverte morte le samedi chez elle à Zérékoré. Si pour l'heure les causes de sa mort ne sont pas connues, plusieurs sources affirment qu'il s'agirait d'un règlement de compte car elle a eu une altercation 2 jours avant sa mort avec des amis. Plus de détails avec Alcénie Bari. Agnès Lassar, qui dit mieux. Âgée de 29 ans, Agnès Lassar, de son vrai nom, Agnès Delamou, a été découverte morte dans la matinée du samedi dernier, chez elle, au quartier Kapama. Et pourtant, le jeudi 15 août, jour de fête chrétienne, elle avait été invitée à se produire à l'église. Dans un article de nos confrères de Kibaro 224, un témoin du nom de Pierre Sidibé, président du quartier Kapama, raconte: on était ensemble le 15 août dernier, après la prière de l'église. Mais selon nos informations, elle s'était battue, il y a une semaine, avec 3 de ses amis. Donc, depuis le 15 août, on n'a pas eu de ses nouvelles. C'est seulement ce matin que nous avons été alertés par des voisins qu'il y a une odeur dans sa chambre. C'est ainsi que nous avons informé les autorités et la sécurité. Son corps en décomposition sera découvert et les enquêtes entamées. Virevoltante, sérieuse, Agnès était une virtuose de la musique traditionnelle Pelé, une tigresse dans la mélodie, avec son album Confirmation. La Guinée perd une étoile et la musique perd une autre pépite. Son enterrement a eu lieu ce dimanche 18 août. Des hommages vibrants lui ont été rendus par les autorités et la population de Zali, sa ville de cœur, qu'elle a tant servi. Repose en paix, Agnès Lassar. Aujourd'hui tu la traites comme un esclave, tu l'appelles femme de malheur. Yoko, everything. Yoko, everything.
Voilà ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité Afrique et internationale de ce 22h. En Ouganda, 22 personnes sont mortes des suites de l'explosion d'un camion-citerne dimanche soir dans l'ouest du pays. Les faits se sont déroulés dans la localité du Kiambara, une région montagneuse située non loin du parc national Queen Elizabeth, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Reportage. Lost control from Bushenyi side as it was heading to Kasese side. Lost control, not two vehicles which were parked on the side of the road overturned and immediately fire started. Still in the taxi. So meanwhile we were still waiting for others to come in. That's when we heard noise from other people who were outside. That's when we were hit by the petrol tank. Il y a des mesures qui ont été prises qui vont permettre de sécuriser ces travailleurs. La ministre du Travail, Muriel Péquineau, s'exprime à l'issue d'une courte visite à Notre-Dame de Paris pour constater que la sécurité des ouvriers était assurée à la reprise du chantier. Je vous propose de l'écouter. Vous savez qu'il y a des expositions possibles au plomb et donc il y a des mesures qui ont été prises qui concernent les équipements, les masques, les combinaisons, les surchaussures. Il y a des mesures qui concernent les sas de décontamination, c'est-à-dire une douche à l'entrée et à la sortie et aucun des vêtements qui sont à l'intérieur sortent à l'extérieur et réciproquement, donc il ne peut pas y avoir de contamination à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude sur l'air de Paris et le préfet avec les services de sécurité sont en train de travailler sur les mesures. La première chose importante, c'est de mesurer pour vérifier qu'on n'a pas d'exposition. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de problème, mais les travaux continuent là-dessus et je pense que le préfet aura l'occasion d'en reparler prochainement. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Carrefour Morias et dans Cancan. C'est la fin donc de ce 22h. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à visiter. À toutes et à tous, excellente soirée. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Un nouvel accident de la circulation, un camion remorque chargé de fer a terminé sa course dans des boutiques alignées aux abords de la route à Yimbaya. Nous sommes dans la commune de Matuto. L'accident s'est produit dans la nuit du dimanche aux environs de 22h. Des blessés graves au nombre de 4 ont été vite transportés dans un hôpital pour des soins. Un excès de vitesse serait à la base de cet accident. Reportage André Moussi Milimono, Alseni Kamara. Ce camion immatriculé RC 7083K, chargé de fer en partance pour Bofa, n'est pas arrivé à destination. Sa course s'arrête ici, dans ce bâtiment. Les dégâts sont considérables. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves qui auraient été hospitalisés. Ce citoyen a suivi l'accident. Il nous explique la scène. Cet accident s'est produit vers 22h40. Bon, ça pleut, il y avait la pluie qui venait, quoi, tu vois, non? Donc, on a entendu les deux véhicules à venir. Il y avait l'autre camion au côté trottoir. Le deuxième camion, là, c'est lui qui avait profité de doubler l'autre. Maintenant, directement, il s'est dirigé vers la maison. Les causes réelles seulement, ce sont des accès de vitesse. Le conducteur du camion serait un adolescent qui aurait pris la cavale dès que l'accident s'est produit. Les responsables de la société à qui appartient le fer que transportait le camion seraient venus constater les dégâts d'après le témoin. C'est des gamins qui conduisaient la voiture, ils étaient deux.
Dès que l'accident s'est produit, eux, ils sont sortis par la fenêtre, ils ont pris la fuite. Les autorités locales étaient également présentes. Le chef secteur nous explique les premières actions lorsqu'ils ont été alertés. Hier, on a été alerté, l'autorité locale, de cet accident. Depuis lors, on s'est battu contre vents et marées pour venir au chevet d'abord des blessés, qui était d'abord l'acte primordial. Et on a essayé d'évacuer les blessés à l'hôpital. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, les propriétaires du fer qui avaient promis revenir ne s'étaient pas encore présentés, alors qu'ils étaient impatiemment attendus. Projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pour maintenir la paix et la quiétude sociale en Guinée. C'est une initiative du secrétariat général des affaires religieuses. À travers un atelier organisé à Conakry ce lundi, il vise à réglementer le secteur pour mettre le pays à l'abri de toute infiltration nocive à la paix. Mariam Fodé Camara, Amara Alex Silla. C'est un projet qui se déroule sur 2 phases. La première consiste à établir une cartographie des différentes mosquées et les foyers coraniques dans 13 préfectures, y compris les 5 communes de Conakry. La deuxième phase consiste à réglementer ces foyers et mosquées coraniques, ce qui va permettre d'organiser le travail islamique. Alors, nous sommes très avancés. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui un chiffre précis sur le nombre, n'est-ce pas, le répertoire des mosquées et des foyers coraniques. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la phase de cartographie est presque à la fin et très bientôt, nous allons procéder, n'est-ce pas, à la mise à disposition du premier rapport lié au répertoire des mosquées et des foyers coraniques. Les participants attendent cette réglementation qui va permettre de mettre la Guinée à l'abri de toute infiltration nocive à la paix et à la quiétude sociale. Donc nous sommes venus ici pour voir, pour qu'on puisse prendre en compte l'aspect social, que la population se retrouve dans les textes qui seront adoptés, pour ne pas qu'il y ait des gens qui seront écartés. Donc c'est ce que nous attendons. Avoir ce contrôle nous permettra de prévenir des actions qui peuvent amener les gens à virer dans la radicalisation et dans l'extrémisme violent. Le point focal du secrétariat général aux affaires religieuses prend ce projet à bras le corps et rassure que le délai imparti pour sa mise en œuvre sera respecté. Au jour d'aujourd'hui, à 95%, 98%, le travail est déjà achevé à ce niveau. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'engranger la deuxième phase qui consiste à la réglementation de ces différents lieux de culte. C'est notre projet, nous y tenons, c'est nous qu'on est en train d'aider et nous ne lésinerons sur aucun moyen pour réussir ce projet-là, Inch'Allah, et dans les délais impartis, s'il plaît à Dieu. Les acteurs impliqués dans le projet au compte de la commune de Ratoma discuteront de manière participative et inclusive pour que chacun se retrouve dans le texte qui va être adopté. Enquête sur le foncier et l'utilisation des recettes des marchés en Basse-Guinée et à Conakry. C'est l'objet d'un atelier d'échange organisé par la PQD ce week-end à Kindia. Une soixantaine d'agents venus des 35 communes du pays ont pris part à cette rencontre financée par le PNUD. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aboubakar Keke Bangora. Du 17 au 18 août, ces 76 acteurs venus des différentes communes du pays ont échangé sur les résultats des enquêtes autour de la gouvernance locale. Cette première étape concerne la Basse-Côte et la zone spéciale de Conakry. Nous sommes réunis à Kindia dans le cadre d'un atelier de partage et de capitalisation des résultats des enquêtes qu'on a menées au mois de décembre. C'est dans le cadre d'un projet qui est financé par le PNUD, le projet de participation des cellules de veille citoyenne à l'amélioration de la gouvernance locale à travers des actions concrètes. Au cours de l'enquête, la cellule de veille citoyenne CVC de Ratoma a déployé 10 agents sur 10 marchés de la commune selon son coordinateur. Ils se sont penchés sur la fiscalité au niveau de l'administration des marchés et des contribuables, mais pas sans difficulté. Les agents sur le terrain, il y a eu la réticence non seulement et la peur de la population pour ne pas perdre certains de leurs privilèges,
parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Là, il y avait des problèmes à ce niveau, mais aussi au niveau de l'administration, il y avait la réticence. Ils refusent de déclarer les montants, mais on a fait une comparaison entre deux marchés. Et au niveau de ces deux, Cité a donné beaucoup plus de revenus que Koloma. À Fria aussi, les difficultés font légion, révèlent les enquêteurs. Et nous voyons que vous verrez qu'une seule parcelle est aussi octroyée à plusieurs personnes. Il y a aussi les moyens de travail qui ne sont pas aussi ça avec les services techniques, souvent qui sont confrontés à ces difficultés. Kissidougou n'est pas concerné par la première phase du projet, mais à l'issue des échanges, les acteurs de la société civile venus de la forêt sont mieux armés. Si nous voyons les anomalies dans la préfecture, même pas pour la fiscalité seulement, nous sommes obligés d'intervenir en tant que membres de la société civile, parce que le développement de ce pays nous intéresse. Les impôts sont payés au niveau des marchés, mais l'insalubrité bat son plein à ces endroits, principalement à Conakry, fait remarquer aussi la PQD.